Bonjour tout le monde. Avant de commencer une intervention dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes et en lien avec des reportages des derniers jours, on va déposer aujourd'hui une motion qui se lit comme suit, là, ça parle de soi, que l'Assemblée nationale réitère son engagement à lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs, le proxénétisme et le trafic humain, qu'elle prenne acte que des organismes qui promeuvent des formes d'exploitation sexuelle des mineurs, comme le sugaring, reçoivent des fonds publics par le biais du programme de soutien aux organismes communautaires et qu'en conséquence, l'Assemblée nationale demande au gouvernement de cesser tout financement public d'organismes qui encouragent des formes d'exploitation sexuelle des mineurs. Ça va de soi, là, ça parle de soi, mais vous comprendrez quand même que c'est renversant de réaliser que les fonds publics servent à promouvoir des formes d'exploitation sexuelle de mineurs. Je ne vous parle pas de majeurs qui prennent leurs décisions dans la vie, là. Donc, un organisme comme le projet d'intervention auprès des mineurs prostitués a reçu 350 000 en financement public l'an dernier. Puis cet organisme, il ne lutte pas contre la prostitution des mineurs. Il propose plutôt un accompagnement où est-ce qu'on présente notamment là, cette histoire de Sugar Daddy comme une espèce de plan d'affaires ou de développement de soi ou de façon de sortir de la prostitution. Rappelons que la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, sur laquelle Mégane Perry-Melançon a siégé en 2021, disait qu'il n'existe pas de prostitution de mineurs, c'est que de l'exploitation sexuelle de mineurs. Et ça a lieu dans le contexte où le recrutement de mineurs, maintenant, se fait par des gangs criminalisées beaucoup plus agressives et dans le cadre de technologies qui rendent ce recrutement-là beaucoup plus complexe. Donc, plusieurs témoignages ont eu lieu dans cette commission que les jeunes femmes se tournent vers la prostitution quand elles sont mineures et ce n'est pas, de notre point de vue, un choix éclairé. Ce n'est pas acceptable, pas plus que le sugaring. Puis c'est pas vrai que les fonds publics vont servir à l'exploitation des mineurs. C'est un point important pour nous. Pardon? Est-ce que cet exemple-là est sorti en commission? Vous dites, est-ce que le gouvernement est censé être au courant de cet exemple-là déjà? Bien, la commission date de 2021 et c'est quand même une commission qui est riche en témoignages puis en réflexions. Donc, d'apprendre 3 ans plus tard que les fonds publics servent non pas à dénoncer puis faire du travail social pour sortir les mineurs de cet enfer-là, mais plutôt proposer ce qui serait des alternatives qui n'en sont pas, là. C'est de l'exploitation de mineurs, le sugaring. En 2021, il n'y a rien qui laisse penser que le gouvernement pourrait être au courant déjà du fait que... Bien, moi, je prétends que lorsqu'on finance des organismes communautaires, on devrait s'intéresser à ce qui se passe avec les fonds publics. Puis si les fonds publics servent à faire exactement l'inverse que ce que prétend le gouvernement en termes de politique publique, c'est qu'on a un méchant problème de ministres responsables. C'est pas normal. Donc, est-ce que vous avez eu l'occasion de lire l'article de Reuters et voir que là, on est en train de vendre en morceaux l'entreprise? C'est un processus de restructuration. Dans un processus de restructuration, il faut prendre des décisions difficiles, il faut envisager beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intrigue, c'est quelle est la position du gouvernement du Québec? Où est le statut vraiment privilégié que la ministre Fréchette a prétendu, y compris en Chambre, que le Québec avait? Où sont les garanties que le premier ministre du Québec lui-même a affirmé en réponse à nos questions en Chambre qu'il avait sur des actifs en Suède? Moi, je veux savoir quel est le rôle majeur, quel est le rôle privilégié que joue le Québec dans ce processus de restructuration actuellement. La ministre, elle est bien silencieuse. On se souvient de son attitude quand elle est venue ici en point de presse pour vous admettre finalement que non, il n'y en avait pas de statut privilégié. C'est ça qui se passe quand on a parié l'argent des Québécois sans véritable vérification diligente, sans stratégie prudente. Ça aussi, c'est une affirmation de la ministre. C'est pas ça qu'on avait. C'est un pari qui a été fait sans véritable vérification diligente. Et aujourd'hui, on en paye le prix. On est des spectateurs de ce qui est en train de se passer. D'accord sur le gel des tarifs. Là, on apprend sur la plume de Nicolas Lachance, un collègue au journal, que c'est les PME qui vont peut-être payer la facture. Pour vous, est-ce que c'est logique, tout ça? Quel triste spectacle auquel on continue à assister
quand il est question de l'avenir énergétique et l'avenir économique du Québec. C'était comme ça sous l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon. On apprenait une chose une journée, le lendemain, on apprenait une autre chose. Le premier ministre disait quelque chose, le ministre disait autre chose. C'est la même chose sous la nouvelle ministre. Nouvelle ministre, on aurait pu espérer une nouvelle stratégie, plus de planification. C'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les tarifs? Si on nous dit, puis là, d'ailleurs, ça prend des enquêtes journalistiques, ça prend des révélations qui forcent la main au gouvernement, mais le projet de loi 69, qui est toujours au feuilleton, ce n'est pas du tout ce qu'il prévoit. Le projet de loi prévoit un mécanisme qui va faire en sorte que monsieur et madame tout le monde va payer plus cher pour l'électricité au Québec. Puis le gouvernement n'a pas été transparent là-dessus, il n'a pas été franc. Il a fallu le travail de parlementaires comme nous pour débusquer ce mécanisme-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est, la planification du gouvernement? On se pose la question. Pourquoi je dis résidentiel et pas faire payer l'industrie? Forcément, il y en a un des deux qui paye. Donc, est-ce que vous êtes prêts à revoir à la hausse les tarifs du résidentiel? La première chose que ça nous prend maintenant, c'est de la transparence. Quelle est la planification du gouvernement qui, lui, est aux manettes de l'État? Est-ce que vous êtes prêts à aller au-delà de 3 pour le résidentiel? La réponse, c'est on veut les chiffres, on veut la stratégie gouvernementale maintenant. On ne l'a pas. Ce gouvernement-là est au pouvoir depuis 7 ans, nous présente un projet de loi très attendu qui est censé revoir, refaire, reformer l'avenir énergétique du Québec. On n'a même pas sa planification. Qu'est-ce qu'il fait avec les tarifs? Qu'est-ce qui se passe avec le résidentiel? Qu'est-ce qui se passe avec les PME? D'abord... Si plus grande attente, vous feriez quoi dans 2 ans au gouvernement? D'abord, la stratégie gouvernementale. On est devant un projet de loi. On ne sait pas ce qu'il veut faire, ce gouvernement-là, avec les tarifs pour le résidentiel, pour les PME, pour les grandes entreprises. Il n'y a pas de planification et c'est ça que tous les Québécois, toutes les Québécoises ont demandé en consultation particulière, jour après jour. Écoutez, comme vous dit M. Paradis, le gouvernement de la CAQ avait des surplus énergétiques. Ils ont vendu ces surplus-là à rabais, c'est-à-dire nettement en deçà de ce que ça va nous coûter pour produire de la nouvelle électricité. On est devant une absence de transparence sur on en est rendu où aujourd'hui en termes de balance énergétique, puis en termes de coût versus revenu pour Hydro-Québec. Donc, votre question, elle est pertinente. On va aller chercher ces données-là et évidemment qu'on va arriver en élection avec une vision précise là, de ces tarifs-là, mais l'absence de transparence dont parle Pascal Paradis, elle est fondamentale parce qu'on n'est plus du tout, oui, on espère, on n'est plus du tout dans la situation de 2022. On a vendu à rabais un surplus énergétique, puis le coût pour en produire davantage va être bien plus élevé, ce qui oblige de tout refaire. Vous avez en question le plan de 185 milliards pour décarboner l'économie du Québec. Vous faites référence à quel plan, là? Le plan du gouvernement. Pour aussi la production d'hydro. Dans Hydro? Non. On n'est pas en remise en question là-dessus. On voit ce matin que vous allez lancer votre campagne référendaire au jour 1. En fait, au lendemain de l'élection en 2026, si vous remportez. Pouvez-vous nous parler un peu de votre stratégie? Oui. En fait, c'est inexact. On ne lance pas la campagne référendaire. Une campagne référendaire, rappelons, c'est quoi, là? C'est balisé par la loi et c'est factuellement absolument impossible. C'est pas notre volonté, mais c'est tout simplement impossible de déclencher une campagne référendaire le jour 1 d'un gouvernement. Au jour 1 d'un gouvernement, tu formes ton conseil des ministres, tu fais le budget, puis tu rentres dans une série de dossiers urgents, tu t'appropries les dossiers. Donc, c'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre, puis c'est vraiment le choix des mots qui est important, là. Le Parti québécois, donc les instances militantes, les comtés, ont des sommes qui leur appartiennent dans la répartition de ce qui est obtenu en dons. Et ces instances-là, militantes, vont lancer une campagne de promotion de l'indépendance au lendemain de l'élection de 2026. On a déjà une campagne. Vous avez vu des publicités. Donc, en effet, de ce point de vue-là, c'est une non-nouvelle. Là. Le Parti québécois fait la promotion de l'indépendance. On le savait. Ce qui change, puis c'est un document interne qui a coulé, c'est que dans la comptabilité du Parti québécois, il y a des sommes qui sont absolument réservées aux circonscriptions elles-mêmes. Et la discussion porte sur la promotion de l'indépendance en termes financiers au lendemain de l'élection. Mais ça n'a rien à voir avec le processus référendaire qui, rappelons-le en plus, est très balisé. Hein?
Donc, une campagne référendaire là, ne fait pas campagne qui veut puis ne dépense pas. On ne peut pas dépenser n'importe quoi, n'importe comment dans une campagne. Donc, c'est vraiment deux concepts distincts. Mais oui, le Parti québécois va faire la promotion de l'indépendance. Ça, dans votre document, on parle de campagne référendaire au lendemain. C'est ça. C'était un problème de... Bon. C'est une erreur de rédaction parce que clairement, on mélange deux concepts qui n'ont rien à voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Parti québécois va faire la promotion de l'indépendance, qui, entre vous et moi, ceux qui n'ont pas... de faire la promotion de l'indépendance? Non, mais en fait, de dire avant même l'élection de 2026, on va avoir des fonds, on met en place une structure de fonds, puis après ça, on lance un processus de promotion de l'indépendance. C'est ce que je comprends, là, votre... Alors, est-ce que c'est pas un peu présomptueux? Non, puis vous nous connaissez, là, donc dans chaque objectif qu'on se donne, on fait une planification. Puis c'est normal qu'on fasse des planifications, puis qu'il y ait des discussions à l'interne sur comment le financement du Parti québécois est planifié, mais dans tout ce qu'on fait, si on se fixe un objectif, c'est qu'on fait une planification également. Puis l'inverse serait très inquiétant, c'est-à-dire un Parti québécois qui se fixe des objectifs, mais qui n'a en fait aucune réflexion ni préparation sur ces objectifs-là. Donc, c'est absolument normal. Ça, M. Saint-Pierre-Plamondon, on comprend que vous, évidemment, c'est votre engagement, mais est-ce que ce qui se passe depuis les derniers mois sur votre lancée, tout ça, est-ce que vous entrevoyez de tenir un référendum plus tôt que tard dans un premier mandat? Non, c'est dans le mandat, mais ça donne aucune indication. Le fait que le parti fasse la promotion de l'indépendance, ce qui n'est pas une surprise, ne donne en fait aucune indication sur le moment de la tenue de cette consultation populaire, de ce référendum. Mais ce qu'on sait, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait comprendre, là, puis je comprends la confusion vient d'où, c'est en fait absolument impossible de lancer une campagne référendaire au jour 1 d'un gouvernement. C'est pas ça que tu fais quand tu prends un gouvernement, tu fais ton conseil des ministres, ton budget, tu t'appropries les dossiers. Donc, c'est pas envisageable ni possible. Votre préférence, ce serait première moitié d'un mandat, par exemple? On se limite vraiment à l'engagement durant le mandat, mais il n'y a pas plus d'indications. Première année, par exemple, parce que là, vous dites qu'il faut former un conseil des ministres, il faut mettre en place les orientations gouvernementales. En tout cas, n'importe qui a exercé le pouvoir vous dira que c'est absolument pas réaliste ni possible au jour 1 d'un gouvernement. Ce n'est pas notre intention, ce n'est pas... En 1995, Monsieur Saint-Pierre, en 1995, Jacques Parizeau, avant la campagne référendaire officielle, avait fait une tournée du Québec, une tournée de consultation, de commission, pour, d'une part, recevoir des idées, mais aussi pour essayer de démontrer ce que serait justement un Québec indépendant. Dans votre démarche à vous, est-ce que vous prévoyez un processus de ce genre-là avant de faire le référendum? On n'a pas d'annonce à faire aujourd'hui sur ce sujet-là, mais comme vous le savez, on travaille présentement sur un livre bleu qui va être publié, qui se penche sur beaucoup de ces questions-là. Il n'y a rien qui ne sera pas su de l'électorat au moment du vote ou à l'élection de 2026, puis il n'y a rien qu'on fait qui ne fait pas l'objet d'une réflexion la plus solide, la plus rigoureuse possible. Donc, évidemment que ces questions-là font l'objet de réflexion. Est-ce que l'État va utiliser pour mousser la souveraineté? Pardon? Est-ce que les fonds publics de l'État vont être utilisés pour mousser la souveraineté avant la campagne référendaire? Les moyens de l'État, en effet, pourront être utilisés pour notre programme. Et notre programme comporte notamment que le Québec va devenir un pays durant notre mandat. D'utiliser les fonds publics pour mousser une opinion ou une option référendaire? Tant que c'est ton programme politique, tant que tu es transparent sur cette intention-là et constatant que le fédéral, depuis des décennies, ne s'est jamais privé pour utiliser les fonds publics payés au fédéral pour faire la promotion du fédéralisme, c'est toujours pour moi une question de transparence et de cohérence sur pourquoi on fait les choses. Mais j'écoutais le Parti libéral ce matin nous dire qu'au lieu de s'occuper de ces questions-là, eux, ils veulent s'occuper des vraies affaires. Puis c'est de facto, c'est factuellement le slogan de Philippe Couillard en 2014. Et nous, ce qu'on prétend, c'est que si on ne récupère pas les 82 milliards qu'on envoie à Ottawa et qui font l'objet de beaucoup de gaspillage,
on va obtenir les mêmes résultats que Philippe Couillard et François Legault parce qu'on gère avec la moitié de nos impôts toutes les questions. C'est juste ça. Donc, pour nous, récupérer ces 82 milliards-là et prendre des moyens pour les récupérer, c'est partie intégrante de notre programme à tous les niveaux, surtout y compris le financement de la santé, le financement de l'éducation et des services sociaux. Votre campagne, c'est quoi l'objectif de financement sur la campagne de financement pour promouvoir? On ne divulgue pas nos chiffres d'objectifs. Ce que je peux vous dire, c'est que les objectifs de financement... Là où on est rendu, c'est public, mais pas l'objectif. C'est ça. Donc, notre objectif de cette année est plus ambitieux que celui de l'an dernier, qui était plus ambitieux que l'année précédente. Donc, ça monte. Et on est à 95 % de l'objectif. Donc, on a de très bonnes chances d'y arriver. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à nous aider à atteindre le 100 %. C'est public, Pardon? vous dites que c'est public, là, où non, vous êtes c'est ça, rendu. ça l'est pas. Pas l'objectif. On est à 95 % sur le public, mais on ne publie pas les chiffres internes d'objectifs de financement. C'est 95 % d'un objectif plus élevé que l'an dernier. Donc, on est en progression. Ça, vous l'avez avec certitude, si vous faites la règle de 3. So the fact that you are planning this campaign after the election campaign, the victory of 2026, this is not to prepare the referendum. This is not news. Like, this is something that it's in your plan. It's no big news this morning that the Parti québécois' own funds will be used and is already used to promote Quebec as a country. And that has nothing to do with a referendum campaign, because actually you can't spend monies like that during a campaign. There are many rules to follow. So what happens, it's really internal stuff, but the Parti québécois has funds that are frozen, reserved for the local associations. And it's been agreed upon that part of those frozen sums will be used to promote the idea that we should become a country. We're already doing this, but with the national monies. And now the monies that are dedicated to the local associations will be used starting in 2026 to that purpose. And as you're preparing for the Blue Book, is there, how does that may influence the writing and the preparation, since the PQ is at the top in the opinion polls since more than a year now, but the support for sovereignty is stayed more or less the same. So, I mean, you are number one, but sovereignty is basically at the same position all the time. Yeah. So how does that influence the writing of the Blue Book? It doesn't. Yeah, we're certain. I mean, I was about to answer this in French earlier. We've done things and we've said things when we were at 9% that we've also done and said when we were at 20. And this morning we're at 35 and at 31 simultaneously. I don't know how that happens, but whatever the figure, we put forward what we think gives Quebec a better future, a better chance of facing what is the decline of services and of fundamental missions of the state in Quebec. So once that is said, don't expect us to change according to the polls. And I think I've said that a minimum of 15, 20 times. That's what we will do. That's who we are. And to see the Parti québécois members say we're going to use part of our funds to promote the idea that we should become a country, from my standpoint, is no big news this morning. And it's really not the same topic than at what date you can hold a referendum. And it's factually impossible to hold a referendum campaign on day one of a government. So we're not going to do that, and it's actually not feasible. So it's two separate topics, and there's been a confusion in the choice of words, but it's important to distinguish those two, even from a legal standpoint. And
give you just a chance to respond. There's some people that will accuse you of being presumptuous that you will win the next election and planning the referendum. Are you counting your chickens before they're hatched? I've never heard that. Counting the chickens. I'm doing what we have done on every topic. So our goal is to be the government in 2 years. Everything we do is toward that goal, and hence we prepare rigorously every aspect of it. That includes who's going to be our candidates, what do we have to propose on every single topic, and one of those topics that are very important is the status of Quebec. Every aspects, we will make the best preparation possible. It has nothing to do with anticipating results. It's about being serious about the objectives you're pursuing. It's just that. And you've seen that on several other topics. Merci beaucoup. Merci beaucoup.